Hello à toi qui as du flair. Pour ce 28e épisode, je vais te donner 3 secrets pour un bon chien de détection. Pour le podcast, comme pour la majorité des contenus que je propose, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, je m'inspire en général de ce que je peux observer en stage, ou alors durant les cours que je propose, ou parfois des questions ou commentaires qui reviennent souvent, que je peux voir soit par message privé, soit sous les posts. Pour info, si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un email pour m'en faire part et je me ferai un plaisir de répondre à ta demande. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Mon chien n'est pas assez rapide. J'ai un petit chien, donc il ne peut pas trouver les caches en hauteur. Mon chien s'occupe de tout ce qu'il y a dans l'environnement, sauf de chercher l'odeur. Ça, c'est des commentaires que j'entends souvent. Comment tu peux aider ton chien à être plus rapide? À trouver des caches inaccessibles? À ignorer les distractions environnementales? En fait, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'entraînement, et puis il y a entraîner, entraîner, entraîner. Alors, entraîner, oui, mais pas n'importe comment, on est d'accord. Parce que si juste entraîner ça suffisait, personne ne rencontrerait de difficultés. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon entraînement? D'après moi, c'est celui que tu as planifié en décortiquant les éléments sur lesquels ton chien a besoin évidemment d'apprendre. Et je rajouterais qu'il est important d'incrémenter la progression de manière mesurable et quantifiable. Ça veut dire avoir des critères sur quoi est-ce que tu travailles. Est-ce que c'est la hauteur, la durée, le type de recherche, la désignation, etc. La taille de la zone de recherche aussi va avoir un rôle à jouer. Quelle est sa taille en mètres carrés? Si par exemple tu travailles sur les contenants, quel est le nombre de contenants? En parlant de nombre, il y a aussi le nombre de répétitions. Et puis vraiment, alors quand je parle de nombre de répétitions, il faut que ce soit le plus précis possible. C'est-à-dire que tu vas peut-être devoir les compter et pas te dire je pense que je vais faire entre 4 et 5 répétitions. Parce qu'il y a certains chiens qui n'arrivent à en effectuer que 2 recherches ou 2 répétitions et on voit qu'au bout de la 3e, on les a perdus. Et dans ce cas, par exemple, tu vas prendre, 2 friandises, puisque je suis partie avec le nombre 2, on va continuer avec le nombre 2. Donc tu as tes 2 friandises dans la main et à ce moment-là, comme tu vas les utiliser, ça va éviter que tu dépasses le seuil de concentration de ton chien. Bref, un entraînement ne s'improvise pas si on veut progresser. Un entraînement, ça doit être soigneusement élaboré grâce à un plan de progression. D'ailleurs, ça me fait penser que ce serait un bon sujet d'épisode pour ce podcast et il faut que je me le note pour qu'il y en ait un dans quelques semaines. Je vais reprendre les sujets dont je viens de parler et les décortiquer en te donnant 3 secrets pour pallier à ces problématiques que tu rencontres peut-être avec ton chien. Tu verras, au fil de tes entraînements et bien que ton chien progresse, il te faudra toujours revenir aux fondamentaux et les entraîner. Comme on dit en anglais, back to basics, retour aux bases. Et ça, c'est vraiment un truc primordial. Parce que si tu entraînes toujours ton chien à des caches plus difficiles, et encore plus difficiles, et encore plus difficiles, ça pourrait entraîner une baisse de motivation. Ah quelle belle transition, parce que voilà mon premier secret, la motivation. Je te renvoie à l'épisode 15 dans lequel j'avais déjà abordé le sujet des problèmes de motivation chez le chien. Mais ici, je vais te donner un secret pour pallier à ce problème. Dans les premiers stades d'entraînement, c'est-à-dire l'étape 0, le chien fait de la recherche sur renforçateur. Alors ça peut être sa balle, son jouet préféré ou une friandise. Mais alors attention, là il faudra que tu aies bien choisi quelque chose qui le motive. C'est une étape que tous les professionnels de détection font, puisque ça fait notamment partie de la phase de sélection des chiens. Quand un professionnel achète un chien adulte et qui se dit ok ce chien-là, je vais en faire un chien de détection parce que je connais l'éleveur, je sais d'où il vient, je sais qu'il a du potentiel, il va lui faire passer des tests. Et on appelle ça la phase de sélection parce qu'il va y avoir, alors ça dépend d'un professionnel à l'autre, mais plusieurs types de tests. Et un des tests, c'est mesurer la motivation de ce chien à la recherche. Cette étape est en général assez brève et elle est effectuée sur une durée de à peu près 5 à 10 jours.
Quand on a affaire à des chiots, alors là, la durée, elle peut être plus longue, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est effectué tous les jours, c'est plutôt quelque chose qui est fait de manière ponctuelle, simplement pour entraîner le chien à la recherche. Si ton chien manque de motivation dans la recherche, ou si tu as observé une baisse d'efficacité sur ce plan, tu peux reprendre cette étape 0, c'est-à-dire que tu peux revenir à la base, back to basics, et refaire un petit peu de la recherche avec renforçateur. Mais attention, là je parle pas de jeu de flair, mais bien de recherche sur soit son jouet préféré, soit de la nourriture que tu auras placée dans l'environnement, comme tu le ferais avec l'odeur cible. Ensuite, tu peux, dans certains cas, coupler renforçateur et odeur, c'est-à-dire que tu vas mettre ta friandise avec l'odeur. Mais attention, ça c'est vraiment quelque chose que tu ne dois pas faire trop longtemps parce que, comme je le dis si bien à tous mes élèves, et je le répétais encore l'autre jour lors d'un coaching en ligne, il faut garder en tête quel apprentissage en fait ton chien. Parce que souvent, entre ce qu'on pense enseigner et ce que le chien apprend, il y a un fossé. Et s'il y a bien une chose que tu ne souhaites pas en détection, c'est que ton chien switch, c'est-à-dire se mette à chercher son renforçateur au lieu de l'odeur. Donc l'odeur doit toujours primer dans la tête de ton chien. Et si tu utilises trop longtemps un renforçateur, ton chien, il va y avoir une transition dans sa tête, c'est-à-dire il va se dire « Ah ouais, alors en fait, moi j'adore ce truc-là, j'adore ces friandises ou j'adore mon jouet, c'est ça que je veux. » Et si tu couples ce qu'on appelle le pairing, tu le fais trop longtemps, tu as le risque que ton chien n'ait plus du tout de motivation sur l'odeur. Donc c'est pour ça que là, l'exercice que je t'explique, il est hyper efficace et moi je l'ai utilisé sur June. Mais voilà, il faut le faire, je dirais, à dose homéopathique. Donc, tu as mis ensemble ton renforçateur et l'odeur et à un moment donné, évidemment, tu l'enlèves et il n'y a que l'odeur. Mais à ce moment-là, comme on a dit, tu reviens un petit peu en arrière, tu vas demander peu de durée au niveau de la désignation. Et une fois que ton chien cherche super bien, là, tu peux réaugmenter ta durée au niveau de la désignation pour autant que ta motivation soit solide. Attention, petit warning. Pour les chiens qui sont accros au jeu, si c'est le cas de ton chien et, on va prendre l'exemple de la balle parce que c'est l'exemple le plus fréquent, ton chien adore la balle, mais que pour lui, c'est très compliqué de te la rendre. C'est vraiment, il aime la balle, mais par contre, le fait de te la donner, c'est quelque chose de compliqué. Il va falloir faire un travail là-dessus. Tu vas devoir d'abord lui apprendre à rendre la balle, pour autant que tu utilises une balle, sous peine de perdre trop de temps en entraînement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage parce que utiliser un jouet, utiliser une balle, c'est vraiment topissime. Ça permet de faire quand même pas mal de répétitions sans se retrouver avec un chien qui a le ventre plein. Et surtout si on a un petit chien. Avec un grand chien, c'est peut-être un peu moins problématique. Mais si ton chien ne rend pas la balle, ok, il va faire sa recherche, tu vas le récompenser, il va prendre sa balle et pouf, il disparaît. Et à ce moment-là, s'enclenche un espèce de jeu, je dirais, indésirable, où tu vas le rappeler, il veut pas, tu vas aller vers lui, il va encore plus loin, toi tu montes les tours, tu frustres, ton chien il se dit ah ouais l'autre il est énervé, donc grosso modo il n'y a pas d'émotion positive, et ça part en cacahuète. Et moi c'est un cas de figure que j'ai eu plusieurs fois en stage, le cas de chiens donc qui ne voulaient pas rendre le jouet ou la balle. Et dans ce cas, j'ai conseillé à leurs humains de travailler ça, mais en dehors des entraînements de détection. Parce que la détection, ça doit rester la détection. Et puis quand on doit effectuer quelques réglages, parce que on a des apprentissages qui ne sont pas forcément solides ou qui n'ont pas été faits, l'entraînement en détection, et surtout quand on débute, c'est pas le moment. Parce que encore une fois, la chose qu'on souhaite le plus, c'est garder de la clarté dans la tête du chien. Et si un coup on se met à entraîner la détection et puis en fait là je switch, je passe sur j'entraîne rendre la balle et puis tu m'as rendu la balle, alors hop on refait un petit entraînement de détection, enfin tout ça va créer un truc super brouillon et c'est vraiment pas quelque chose encore une fois qui est souhaitable. J'imagine que tu sais évidemment pourquoi. Tout simplement parce que le chien ne peut pas cumuler des nouveaux apprentissages dans une même séance. Donc on travaille toujours, quand on travaille une nouveauté, on reste sur d'autres choses que le chien connaît.
Et on va pas commencer la détection, commencer l'apprentissage de tu me rends le jouet. C'est absolument pas un bon choix d'entraînement. Deuxième secret, les caches inaccessibles, et là je pense particulièrement à la hauteur. Certains chiens cherchent naturellement plutôt vers le bas, voire carrément au sol. Je pense notamment aux bergers allemands, globalement aux chiens de chasse. Et on a d'autres chiens qui, eux, ont vraiment tendance à chercher tout le temps en hauteur. Et là, je pense particulièrement au malinois, qui, lui, aime bien toujours aller en haut. C'est comme si, en dessous de son nez, le monde qui se trouve en dessous de son nez n'existe pas. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler la hauteur ? Parce que, évidemment, tu t'en doutes, la cache peut se trouver n'importe où. Ça peut être à 30 cm du sol, mais ça peut être bien plus haut. Et quand on veut que le chien, de manière efficace, soit capable de chercher dans n'importe quel environnement et sans trop perdre de temps, on va lui apprendre qu'il y a des choses en bas, qu'il y a des choses en haut, et ça va être à lui de scanner l'environnement en variant les hauteurs de son nez. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, un peu comme des vagues. Et une fois qu'il a acquis cette technique, il va vraiment être capable de capter un petit peu les molécules, peu importe la hauteur de l'emplacement de la cache. Pour cet apprentissage-là, l'idéal c'est de travailler contre un mur ou éventuellement un linéaire, comme par exemple des étagères, ou alors éventuellement sur des chaises. Je te renvoie au Challenge 7 sur ma chaîne YouTube, je te mettrai le lien en description, dans lequel j'explique justement cet exercice et tu as évidemment un exemple filmé. Je pourrais te l'expliquer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas très radiophonique ou podcastique, je sais même pas si ça se dit, et c'est beaucoup plus simple que tu ailles voir la vidéo sur ma chaîne. Troisième secret, les distractions environnementales. Quand je parle de distractions environnementales, il peut y en avoir plusieurs. On va avoir les odeurs distractives. Ça peut être des odeurs de chiens, des odeurs de nourriture, des odeurs d'autres animaux. Chien, chevreuil, vache, cheval. Mais ça peut aussi être, pour certains chiens, des distractions visuelles. Un enfant qui passe, un copain, ou encore un autre animal. En fonction du modèle de chien que tu as chez toi, le type de distraction auquel il est soumis sera vraiment variable. Tu vis avec ton chien, il est à tes côtés, tu l'observes chaque jour, donc probablement que les deux exemples, donc distraction odeur ou distraction visuelle, c'est quelque chose qui te parle. Il y a quelques jours, je donnais un Nosewear Commando et on était dans un parc public. Et comme dans tout parc public, il y avait des gens qui passaient, il y avait des chiens, on a vu des enfants. C'est un parc qui est quand même relativement fréquenté. J'avais placé des caches parfois contre des murs, sur des poteaux, sur même un arbre, sans vraiment savoir si c'était un lieu fréquenté par d'autres congénères. Et quand les chiens de mes élèves se sont mis à chercher, j'ai eu ma réponse. En fait, j'avais choisi, alors pas The Spot Pipi, mais je soupçonne que c'est quand même un lieu assez prisé par les chiens qui arrivent dans ce parc pour se soulager. Et c'était hyper intéressant d'observer les chiens de mes élèves et de voir lesquels étaient peut-être déconcentrés ou attirés par ces odeurs de congénères, et puis ceux qui, ça leur parlait pas plus que ça, ils étaient concentrés sur leurs tâches et ça leur importait vraiment absolument pas du tout que Pierre, Paul, Jacques ait fait pipi dans ce coin-là auparavant. Et ça nous donne aussi des informations sur la sensibilité des chiens. J'ai remarqué que souvent les chiens qui étaient sensibles congénères, alors quand je dis sensible, ça peut être réactif et à différents niveaux, ça va être quelque chose qui peut être assez challenge pour eux, de savoir que il y a beaucoup de chiens qui sont passés par là, et puis il y a d'autres chiens, comme par exemple ceux qui sont, je pense particulièrement aux mâles entiers, pour lesquels les odeurs des autres chiens c'est un stimulus quand même assez fort. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Et ensuite, on a la catégorie de chiens qui vont être plus facilement inquiets par les mouvements ou plus facilement distraits. Donc ça, c'est quelque chose que, au fil de tes entraînements, tu vas pouvoir développer. C'est-à-dire, au départ, je conseille toujours de commencer dans des endroits plutôt calmes, plutôt faciles. Et petit à petit, tu vas, évidemment, si tu as commencé chez toi, tu vas commencer à sortir de chez toi. Donc,
Au départ, j'imagine que tu l'auras compris, tu choisis des lieux avec peu de distractions. Alors c'est sûr que les distractions olfactives, on n'est pas toujours, ou je dirais même voire jamais, compétent en la matière. Impossible pour toi de savoir si, je sais pas moi, 30 minutes ou 2 heures avant, il y a 5, 6, 25 chiens qui sont passés pour faire pipi. Bah, sauf si tu épies vraiment le lieu sur lequel tu vas faire la zone. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont très compliquées pour nous en termes de perception. Mais pour tout ce qui est distraction visuelle, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour nous. Peu importe, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, le concept reste le même. Tu vas passer d'un lieu super calme à un lieu un petit peu animé, et puis un petit peu plus animé, et encore plus animé. Ça peut être de choisir des rues passantes, des endroits où il y a des voitures, d'autres animaux, d'autres chiens. Et ça, tu vas vraiment adapter en fonction de ton animal, de ton compagnon. Parce que, encore une fois, tu le connais mieux que personne et c'est toi qui sais, ou peut-être qui, à travers la détection, va découvrir quels sont les stimuli les plus distrayants pour ton compagnon. Je t'avais dit que dans cet épisode, je te donnerai 3 secrets. Eh ben, bonus, je t'en donne un 4e. C'est un cas de figure dont on parle assez peu souvent, parce qu'on parle toujours du manque de motivation, voilà, mon chien il a pas envie, j'ai l'impression que ça l'intéresse pas, comment est-ce que je sais que ça l'intéresse? Mais on parle rarement du chien qui a trop de motivation. Et oui, parfois certains chiens sont trop motivés. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est trop motivé? Est-ce qu'il est trop motivé ou est-ce qu'il est trop excité? Il peut être excité soit par l'activité de recherche, soit par le renforçateur. Dans les 2 cas, je conseille en général de travailler sur les autocontrôles avec ton chien. Dans le cas d'un chien qui serait trop excité par le renforçateur, à ce moment-là, tu peux opter pour quelque chose de moins excitant. Si ton chien est hyper excité, je sais pas moi, par le poulet, parce que tu as cuit du filet de poulet, utilise quelque chose, peut-être une friandise du commerce, quelque chose qui aura moins de valeur et qui fera qu'il sera pas excité, tout en évidemment le gardant motivé. Si tu as un chien qui est hyper haut avec le jouet, peut-être que tu vas utiliser la nourriture. Donc ça c'est à toi un petit peu en fonction de ton chien d'adapter et de faire les bons choix. Quand je parle de travailler les autocontrôles, c'est vraiment d'apprendre à ton chien qu'il n'y a pas besoin de se mettre dans cet état émotionnel. Le renforçateur, il va l'avoir, il est à lui. Donc tu devras le travailler et faire en sorte que ton chien puisse les acquérir pour diminuer, voire supprimer certains comportements. Et quand je parle de travailler ces autocontrôles-là, c'est quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire que ça se manifeste par exemple par une prise en gueule de l'odeur, un grattage excessif. Et on voit vraiment le chien qui s'enferme dans le comportement et on lui dit oui, super, et en fait il continue. Voilà, là c'est un chien qui est trop excité parce qu'il n'entend même pas ce qu'on lui dit. Donc dans le cas d'un chien, alors ça peut être valable pour le grattage, mais je pense plus particulièrement à la prise en gueule, la clé du succès, ça va être de rendre l'odeur inaccessible. Pour la rendre inaccessible, il va falloir encore mieux la cacher. Si ton chien la prend en gueule, il va falloir que cette odeur-là, elle soit suffisamment bien, entre guillemets, planquée pour que ton chien ne puisse pas y mettre les dents. Quelque chose que j'utilise régulièrement, c'est des caisses en bois, en fait. Comme des caisses, tu sais, pour notamment les pommes. Je sais pas si ça s'utilise vraiment pour les pommes. Enfin bref, moi je l'ai utilisé pour les pommes. Pour les récolter et les stocker. Mais c'est ces caisses en bois qui ont des barres transversales en bois qui sont horizontales. Après, ça peut être vertical aussi. Ça peut être mettre l'odeur derrière une grille. Alors attention toujours au déplacement de l'odeur. Il faut être sûr que ton chien, que la cage soit accessible, mais que l'odeur aussi soit accessible pour ton chien. Mais tout ce qui est grille ou mettre un petit peu en profondeur, dans un tiroir en laissant le tiroir un petit peu ouvert de sorte que ton chien puisse choper l'odeur mais pas peut-être la petite boîte dans laquelle tu auras placé l'odeur. Ça c'est vraiment important pour l'apprentissage aussi de ce type d'autocontrôle et ça va vraiment lui apprendre c'est l'odeur qui est récompensée et c'est pas le fait que tu me prennes l'objet dans la bouche. Voilà, on arrive au terme de cet épisode.
J'espère que le contenu t'a plu, qu'il t'a apporté des idées pour tes entraînements et ou peut-être qu'il a clarifié certains points sur lesquels tu avais des interrogations. Ce podcast fête ses 1 an. Youhou! Là, maintenant, en août. C'est vrai que, à la base, je considérais que c'était un pari risqué. Et je dois t'avouer que j'étais super stressée à l'idée de lancer un podcast autour d'un sujet qui était encore relativement confidentiel en Europe francophone. Contre toute attente envers moi-même, je dois t'avouer que j'adore ce format et je prends un plaisir dingue à enregistrer ces épisodes. À tel point que, et j'espère que tu l'auras remarqué, j'ai investi dans du matériel de podcast. J'ai un super micro, j'ai un petit profil anti-bruit pour atténuer la résonance des pièces dans lesquelles je me trouve quand j'enregistre le podcast. Et du coup, j'espère que tu apprécies cette amélioration de son, de tonalité, et que c'est encore plus agréable pour toi à écouter. Je me rends compte que de plus en plus de monde écoute ce podcast, mais si tu veux me rendre un énorme service pour qu'il obtienne encore plus de visibilité, je te remercie de bien vouloir le noter, idéalement avec 5 étoiles, ou encore t'abonner au podcast. Tu peux bien évidemment, et comme d'habitude, partager cet épisode ou peut-être un épisode précédent sur tes réseaux sociaux, et ainsi m'aider à le faire connaître. 1000, 2000, 3000, 5000 merci d'avance à ceux qui voudront bien prendre quelques minutes pour se prêter à cet exercice. À très bientôt pour la suite.